Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là vraiment en nombre pour cette conférence sur le colonialisme vert. On est très heureux d'accueillir le conférencier du soir Guillaume Blanc. Alors Guillaume Blanc est professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Bordeaux depuis peu. Il a longtemps enseigné, je crois, à l'université de Rennes, en histoire contemporaine également. Il est spécialiste d'histoire de l'environnement, mais aussi du fait colonial, du colonialisme. Pour ce qui concerne la thématique de ce soir, il a publié plusieurs ouvrages, mais j'en citerai deux. Il y a l'invention du colonialisme vert, pour en finir avec le mythe de l'Éden africain, qui est un sous-titre assez parlant. Et puis il y a un autre livre, je crois, qui est La nature des hommes, qui est sorti en 2024. Le précédent était sorti en 2020. Voilà. Alors, bon, bien sûr, on va passer tout de suite à la conférence parce qu'on est un peu en retard. On a toutes nos excuses encore. Je voulais aussi remercier l'ensemble des personnes. Vous savez qu'on a eu une campagne de financement participatif suite à une mauvaise nouvelle lors du dernier festival. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, d'adhérents à l'Unipop Histoire, qui ont participé à cette campagne. Donc, je voulais vraiment les en remercier chaleureusement. Et puis tout de suite, donc je cède la parole à Guillaume Blanc pour cette conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation et merci à vous d'être venus aussi nombreux. Je vous avoue que je pensais parler devant 10-15 personnes. Du coup, vous allez voir, je me suis dit que je le tentais sans notes en me disant, bon, après tout. Donc, je vais vous parler aujourd'hui donc, du colonialisme vert, d'aujourd'hui à hier. Et effectivement, pour commencer par aujourd'hui, je vous montre cette... oui, bon là en plus on voit bien. Donc là, ici, on est au nord de la Tanzanie, vers le Kilimandjaro. On est dans le parc, juste à côté du parc du Serengeti. C'est en fait le parc du Serengeti, il est classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et puis, juste à l'est, il y a le cratère du Ngorongoro, qui est aussi classé patrimoine mondial de l'humanité, mais sous d'autres formats. Et en fait, il y a 150 à 170 000 populations Maasai qui sont en train d'être expulsées. Là, la photo date de 2022. Et donc, ils sont expulsés, on va dire, avec une trilogie d'acteurs. On a le gouvernement tanzanien, dont on voit les forces de l'ordre. On a la Frankfurt Zoological Society, donc des ONG conservationnistes allemands, qui, eux, font office de conseillers scientifiques, et donc qui conseillent d'expulser les populations pour préserver l'environnement. Et on a la Otterlo Corporation, qui est une entreprise de safari et de chasse basée en Arabie Saoudite. Et donc, c'est dans cette configuration que les populations Maasai ont d'abord protesté et se sont fait tirer dessus à balles réelles. Et le tout, où chaque acteur se reporte la responsabilité sur l'autre. Alors, la conférence, je vais essayer de la faire en deux temps. D'abord, d'essayer de se demander le pourquoi de la continuité. Parce que cette histoire des expulsions Maasai qui sont en cours, elle se répète dans quasiment les 350 parcs nationaux que compte l'Afrique subsaharienne aujourd'hui. Aujourd'hui, si on fait le bilan aujourd'hui, on a de 1 à 14 millions d'agriculteurs et de bergers, des agro-pasteurs, qui ont été expulsés des parcs africains. Aujourd'hui encore, c'est des dizaines de milliers de personnes qui sont expulsées. Ici, on est dans le parc du Simien en Éthiopie. Ce paysan qui est là s'est fait expulser en 2016 parce que son activité agro-pastorale dégraderait la nature. Vous voyez que c'est sa maison qui est juste derrière, qu'il est encore pieds nus et lui, comme c'est l'un des riches du village, il a 2 bœufs. Et donc, ils se sont fait expulser par le gouvernement éthiopien sur les recommandations de l'UNESCO en 2016. Et l'UNESCO a salué la réussite de l'opération. Et le parc est sorti de la liste du patrimoine mondial en danger pour réintégrer la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Humanité dont ont simplement été exclus 2308 habitants qui étaient accusés de menacer la nature. Donc, on peut se demander pourquoi. D'abord, pourquoi, c'est la première question, pourquoi des pratiques nées à l'époque coloniale perdurent
aujourd'hui. Alors pour ça, je vous le résume à grands traits, hein, on peut apporter 3 réponses à ce pourquoi de la continuité. La première, elle repose sur la perpétuation, on va dire, de mythes déclinistes. Ah oui, non, on m'a dit, il ne faut pas se lever. C'est pour les caméras. Alors, les mythes scientifiques déclinistes, qu'est-ce que c'est ? Il y en a plein. Le premier, qui nous parlerait peut-être à nous, vu qu'on est à Bordeaux, ça serait le mythe de la désertification. Par exemple, hein, l'idée que le désert du Sahel et du Sahara, enfin la région du Sahel, Sahara, que le désert s'étendrait. Complètement faux. Un désert, on ne peut pas lire une extension du désert en quelques années. C'est le Sahara, comme le désert de Gobi, il se rétracte et se dilate sur 65 millions d'années. Et au Sahara, aujourd'hui, il y a le projet de la Grande Muraille Verte où on replante des arbres. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé replanter des arbres sur la dune du Pilat. En fait, les arbres, ça ne pousse pas dans le sable. Mais ce n'est pas pour ça que les Nations Unies n'ont pas engrangé un projet environ de 1 à 3 milliards de dollars pour replanter des arbres dans le désert. Eh bien, un autre mythe encore plus tenace, c'est le mythe des forêts primaires. Le mythe des forêts primaires, il est assez simple. Il faut se mettre à la place des colons, fin 19e siècle, qui arrivent, alors là, en Afrique de l'Ouest. On a des agronomes, des botanistes, des zoologues, français puis britanniques. Et en fait, ils vont lire l'histoire du couvert forestier à l'envers. Eux, ils vont partir de la théorie du climax, l'idée selon laquelle, autrefois, je ne sais pas si certains ont vu Out of Africa tout à l'heure, c'est ça, c'est Once Upon a Time, eh bien, il y aurait eu dans toute l'Afrique une forêt vierge, primaire, c'est-à-dire que l'Afrique aurait été... Ah, on ne voit pas. Ah si. C'est-à-dire que l'Afrique ressemblerait à cela. Non. Dans la plupart des écologies semi-arides, ce n'est pas le cas. Mais les écologues, les agronomes, botanistes vont être persuadés qu'avant, on avait une couverture forestière très dense et que plus il y a eu d'hommes, plus ils ont morcelé cette forêt jusqu'à aboutir à des petits villages comme cela, avec un village, une ceinture forestière, puis de la savane parce que les habitants ont détruit la forêt. Puis un autre village, une ceinture forestière, puis de la savane. Voilà. Plus il y a eu d'habitants, plus la forêt aurait été détruite jusqu'à qu'il n'en reste qu'une maigre ceinture forestière. Mais en fait, ça pourrait être valable pour le bassin du Congo, qui est un milieu très humide. Mais la plupart des écologies d'Afrique subsaharienne, c'est des écologies semi-arides. Ça veut dire qu'en fait, on avait exclusivement de la savane. On avait d'abord de la savane, et puis plus il y a eu de gens, plus des paysans ont engraissé la terre, notamment avec de l'agriculture sur brûlis, mais pas dans un contexte d'économie exportatrice, dans un contexte d'économie de subsistance, d'autosubsistance. Ils ont d'abord brûlé la terre, ils se sont dotés de petits arbustes, ils ont continué à faire des rotations en jachère, et ils se sont dotés d'une couverture forestière, généralement en ceinture, autour de leur village. Bon, bref, comme dans n'importe quel environnement, les hommes et les femmes se sont adaptés à leur environnement. Mais les scientifiques vont être persuadés que les Africaines et les Africains ont détruit leur forêt. Mais là, c'est que des scientifiques. Ce qui va être intéressant et désastreux, c'est que les gouvernements coloniaux vont s'approprier ces mythes déclinistes. C'est la deuxième... Ah oui, pardon, je disais pourquoi la continuité. Par exemple, en Éthiopie, aujourd'hui encore, on estime que la forêt d'Éthiopie que l'Éthiopie aurait été couverte à 40% de forêt vers 1900 et qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus que 3% de couvert forestier en Éthiopie. Pour évaluer le couvert forestier, il n'y a que 2 méthodes possibles. Dendrochronologie, on regarde les cercles des arbres à l'intérieur, palynologie, c'est-à-dire on regarde le taux de pollen dans le sol. Plus on creuse, je caricature, s'il y a du pollen à 5 mètres de profondeur, ça veut dire qu'il y avait tant de quantité d'arbres il y a 5 siècles. Les chiffres de la couverture forestière éthiopienne ne reposent sur rien. Elle repose sur un scientifique, William Hufnagel, qui a rédigé pour la FAO, une agence des Nations Unies, en 1961, un rapport dans lequel il devait expertiser l'évolution du couvert forestier. Il a passé 8 jours en Éthiopie.
il a discuté avec une personne, le baron Friedrich von Brettenbach, qui est le père de la foresterie éthiopienne, qui lui a dit que selon lui, en 1900, dans les basses terres du pays, il devait y avoir 36 à 37% de forêt, un tiers, quoi. Et ensuite, Hufnagel, il a pris un rapport d'un forestier canadien qui était venu en 1946 à Addis Abeba, la capitale, et qui a fait une estimation visuelle lui aussi. Et il a dit, selon moi, la capitale, elle est boisée à 5%. Bien qu'à cela ne tienne, Hufnagel, il a envoyé son rapport en disant, il a grossi le premier chiffre et il a dit, en 1900, 40% de forêt en Éthiopie. En 1961, donc il a dit aujourd'hui, il a repris les chiffres de Logan, mais il les a un peu baissés, il a dit 3%. 40% à 3%, et il a mis ça à l'échelle de tout le pays. Et la FAO a dit, OK, on est passé de 40 à 3%. Le prix Nobel de la paix qu'a reçu Al Gore, le vice-président états-unien, en 2007, pour sa lutte contre le changement climatique, pour son bouquin « Une vérité qui dérange », reprend exactement ces chiffres, 40 à 3%, avec deux petites ironies. La première, c'est qu'aujourd'hui, on sait que quand quelqu'un a le prix Nobel de la paix, généralement un an après, il est condamné par la Cour pénale internationale. Et la deuxième ironie, c'est que ça fait 64 ans que le chiffre de 3% n'a pas bougé. Ça fait 64 ans qu'il est marqué « Aujourd'hui, il n'y a plus que 3% de couverts forestiers ». Parce que ça fait 63 ans qu'il n'y a toujours pas eu d'études dendrochronologiques ou palynologiques. Mais c'est le mythe de la forêt perdue qui continue. Et pourquoi il continue ? Parce que les États ont tout intérêt à les faire perdurer. Les premières réserves de protection, elles naissent en Afrique de l'Est en 1897, dans l'Afrique orientale allemande, la Tanzanie actuelle. Pourquoi il y a des réserves de chasse ? C'est la première création des réserves. Les réserves de chasse, elles portent bien leur nom, c'est tout simplement des réserves non pas destinées à la protection des animaux, c'est des réserves destinées à chasser des animaux. Mais en revanche, c'est uniquement dans ces réserves que les grands animaux peuvent être chassés. Alors pourquoi il y a des réserves de chasse qui sont créées ? Parce que la colonisation représente un choc écologique sans précédent. La colonisation, comme vous le voyez sur l'autre photo, comme vous le voyez sur cette photo, c'est par exemple le trafic d'ivoire. C'est vrai qu'il y a une demande d'ivoire à satisfaire à la fin du 19e siècle. Les Européens veulent des boules de billard, ils veulent des touches de piano, ils veulent des peignes, ils veulent des couteaux avec des manches en ivoire. Eh bien, il y a une demande énorme qui fait qu'on a environ 65 000 éléphants qui sont chassés et tués chaque année en Afrique de l'Est. Effondrement de la grande faune. Mais il y a aussi le chemin de fer qui se construit. Pour construire le chemin de fer, il faut nourrir les ouvriers. Et il faut les nourrir en viande dite de brousse. Donc, c'est de la chasse à la grande faune. Mais il y a aussi les naturalistes qui se mettent à chasser pour étudier des animaux. Au seul mois de mai 1895, un naturaliste allemand, il abat et envoie 65 zèbres au Muséum d'histoire naturelle de Berlin en un mois. Vous imaginez à l'échelle de 4-5 empires et sur une échelle de 20 à 30 ans. Et puis il y a aussi la chasse sportive, comme vous le voyez ici. Les sportsmen, donc les hommes qui partent chasser, et je fais exprès de dire les hommes parce que la chasse à ce moment-là, l'aristocratie européenne a perdu son droit de chasse, enfin son exclusivité au droit de chasse. Et c'est des endroits où ils partent à la fois conquérir la nature, la dominer, la nature et ce qui l'occupe. Les animaux comme les hommes. Mais, alors en France, ça nous fait beaucoup rire normalement, mais c'est quand même vrai, c'est là où ils inventent le mythe du bon et du mauvais chasseur. Alors le bon chasseur, c'est qui ? C'est Theodore Roosevelt que vous voyez là. Le bon chasseur, c'est un homme blanc qui chasse le trophée avec bravoure et tout seul, au fusil, les yeux dans les yeux de l'animal. Et il va se définir en opposé au mauvais chasseur. Le mauvais chasseur, c'est un homme noir qui chasse non pas le trophée mais la nourriture, qui chasse non pas avec bravoure mais avec cruauté, et qui chasse non pas seul à seul mais à l'arc, à la lance, etc. En gros, c'est l'invention du braconnier. Et c'est comme ça que dans les réserves de chasse, les Européens vont s'approprier le droit à la chasse, le droit d'accès aux animaux, et vont priver de plus en plus les Africains du droit d'accès aux ressources. Et pourquoi ça va continuer par la suite ? Les réserves de chasse, dans les années 30, elles deviennent des parcs nationaux. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de grande faune à chasser.
Et ce sont les mêmes chasseurs qui vont se faire affubler du surnom les penitent butchers, des bouchers repentis. Parce qu'ils ont passé leur jeunesse à chasser, notamment en appartenant au Shikar Club. Ça existe toujours, le Shikar Club, vous pouvez vous y inscrire. Vous n'avez qu'une condition à remplir, il faut avoir chassé sur 3 continents. Sachant qu'il n'y a qu'un seul continent qui peut appartenir au nord. Il faut qu'il y ait au moins 2 continents sous les tropiques. Afrique, de préférence, Asie, Amérique latine. Et ce Shikar Club, eh bien, c'est ces chasseurs qui vont créer des parcs en disant qu'il faut les dédier à la contemplation animale. Et pourquoi ça continue après la colonisation ? Tout simplement parce que les États africains indépendants, oui, ils ne vont pas avoir le choix de faire avec ces normes internationales de parcs nationaux, mais ils ne vont pas les créer n'importe où. La photo que je vous montre ce garde de parc, là on est dans le Sémienne, au nord de l'Éthiopie, et ce garde de parc, avec sa Kalachnikov qui date de l'époque soviétique, pourquoi est-ce que quand on fait de la randonnée dans le Sémienne, ou dans l'Awash, ou dans l'Omo en Éthiopie, ou dans d'autres parcs, pourquoi il y a des gardes avec des Kalachnikov ? Parce que c'est des endroits que l'État peine à contrôler. Et en fait, les États africains vont faire d'une pierre deux coups. Ils vont se faire reconnaître par la communauté internationale, l'UNESCO, la FAO. Ça, ils n'ont pas le choix. Pour exister, ils doivent se faire reconnaître. Mais ils vont faire exister la nation par l'extérieur pour mieux l'imposer à l'intérieur. Et donc, ils vont faire d'une pierre deux coups. Ils vont se servir de critères internationaux pour se les approprier et les mettre au service de leurs propres intérêts. C'est la deuxième raison de la continuité. Et puis la troisième, eh bien, c'est un peu les films d'avant et de tout à l'heure. Eh bien, la troisième explication, c'est que le rêve d'Éden continue. Là, même si ce n'est pas facile, il faut faire preuve d'empathie, c'est-à-dire qu'il faut essayer de se mettre dans la tête des colons européens qui partent tenter l'aventure coloniale fin 19e siècle. Qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux ? Ils laissent une Europe radicalement transformée par l'industrialisation, par l'urbanisation. C'est pour ça qu'il y a le mouvement romantique qui se crée en Europe, Chateaubriand, Lamartine. Ils veulent sauver en Europe les dernières traces de ce qui reste de naturel. Mais ils vont aussi être persuadés de retrouver en Afrique la nature qu'ils ont perdue en Europe. Et donc ça, c'est la grande presse qui se crée à l'époque qui va relayer leur aventure. Par exemple, la grande presse va relayer dès 1872 Stanley et Livingstone, qui dans Into Africa décriront l'Afrique comme un magnifique jardin sauvage, malheureusement peuplé d'êtres malhabiles. Ensuite, on a Churchill, Roosevelt, qui partent tous les deux d'Ouganda en 1908-1909, qui vont parler d'un vaste jardin botanique ou un vaste jardin zoologique, malheureusement détruit par les Africains. Puis ça va continuer. Par exemple, les neiges du Kilimandjaro d'Hemingway, écrit en 1936. Hemingway, dans les neiges du Kilimandjaro, il explique que ici, les Big Five règnent encore en maître. Les Big Five, c'est le lion, le rhinocéros, le buffle, la girafe et l'éléphant. Alors, au Kilimandjaro, quand Hemingway écrit cette nouvelle en 1936, lui, il a été un mois en Tanzanie, au sud du Kenya, et donc juste au nord de la Tanzanie. Il a passé un mois, il a fait un safari de chasse, donc il les a chassés, ces Big Five. Mais à l'époque, il y a plus que 200 éléphants. Mais il reproduit ça. Out of Africa, que vous avez peut-être vu tout à l'heure, Karen Blixen, cette baronne danoise qui déteste les roturiers colons et qui dit que certains Swahili, on devrait s'inspirer d'eux. Mais elle parle de qui ? De ceux où Karen Blixen dit que ici, le vieil homme et le vieil éléphant ont le même regard, celui de la sagesse de la nature. Et en fait, le seul Swahili qui vaut son respect, c'est ceux qui respectent la nature. Et puis en fait, ça va continuer au lendemain des indépendances. Par exemple, avec Romain Gary. Alors je sais que c'est dur de critiquer Romain Gary. Normalement, on dit « Ah non, alors, tout mais pas Gary ». Eh ben si. Romain Gary, dans Les Racines du ciel, il a le prix Goncourt en 1954, la 4e de couverture dit bien que la conservation des éléphants, c'est une affaire d'hommes rassasiés. En fait, Romain Gary, il excuse les Africains qui tuent des éléphants parce qu'ils ont besoin de se nourrir. Mais qu'est-ce qu'il fait Gary là, en faisant ça ? Il nous décrit, en fait, on est au Tchad dans Les Racines du ciel.
En fait, il nous décrit des hordes d'éléphants. Et c'est pour ça que le français médecin, Morel, qui est le personnage principal de son livre, fait sa croisade. Morel, il le dit bien. Il dit « Tout ce que je demande, c'est une marge. Je me moque du communisme, je me moque du capitalisme, je me moque du colonialisme. Tout ce que je demande, c'est une marge pour la vie animale. » Et donc, Morel voit le matin, avec le lever de soleil, dans les savanes du Tchad, 10 000 éléphants qui courent. Au Tchad, en 1950, il reste 150 éléphants maximum. Ils ont déjà tous été chassés, abattus. Première chose, il reproduit l'idée du bestiaire africain. Et deuxième chose, il reproduit l'idée d'Africains naturellement sauvages et dépourvus, alors soit d'amour, d'admiration, d'empathie pour des éléphants. Et puis surtout, si nous tous, on était perdus dans la savane au Tchad et qu'il nous fallait chasser, est-ce qu'on irait vraiment s'attaquer à un pachyderme d'1,5 tonne, 2 tonnes, qu'ensuite il nous faudrait découper, et ensuite il faudrait qu'on le bouffe, mais alors en se maniant, hein, parce qu'en fait, sans frigo, un éléphant, ça tient pas. C'est-à-dire que la viande d'éléphant, elle tient pas. Mais il reproduit cette image d'un Africain malgré lui, braconnier. Et puis, ça va perdurer. Par exemple, avec un manga écrit en 1954, la même année que Les Racines du Ciel, un manga écrit par Osamu Tezuka, mais qui ne se fait connaître qu'en 1994. Le manga s'appelait Le Roi Léo, et puis le film de Disney sort en 1994, Le Roi Lion. Et Le Roi Lion, alors c'est un conte, bon, je vois qu'on a tous à peu près pas l'âge d'avoir vu ça quand on avait 8 ans, mais si vous avez des enfants, vous avez pu regarder Le Roi Lion. Le Roi Lion, ça raconte quoi? Ça raconte des rois qui se font détrôner, mais qui vont reprendre le pouvoir parce qu'eux, ils savent guider tout le monde pour restaurer le cercle de la vie. Et le restaurer contre qui? Contre des hyènes malfaisantes et qui brûlent la savane. En fait, Le Roi Lion est beaucoup trop problématique au sens où il nous parle beaucoup trop du présent. C'est-à-dire qu'il nous raconte la vie de rois détrônés, des conservationnistes, qui vont devoir lutter contre des habitants malhabiles qui brûlent la savane, des paysans qui font de la culture sur brûlis, et qui sont les seuls à savoir comment restaurer le cercle de la vie. Oui, c'est des autocrates, mais ils savent restaurer la bonne gouvernance de la nature et de l'Afrique. Et il y a un collègue états-unien qui a fait un sondage avec des collègues auprès d'enfants de 3 à 4 ans. Ils savent tous que c'est en Afrique, le Roi Lion. Pourtant, il n'est jamais dit que c'est en Afrique, le Roi Lion. Mais dès 3-4 ans, on le sait. Pourquoi? Parce qu'on a des tonnes d'images, voilà, comme cette image du National Geographic en 2016. Why we need wild. On est au Serengeti, le même espace que là où je vous ai montré les Maasai qui se font expulser. Cette image, elle est fantastique. Ben oui, c'est 2216 photos en une seule. C'est que le photographe, Neil Wilkes, ce qu'il a fait, c'est qu'il a posé sa caméra dans un étau métallique, c'est une caméra, un appareil photo, mais un mouvement. Et en fait, il y a un détecteur de mouvement qui fait qu'à chaque fois qu'un animal allait passer devant l'objectif, ça allait prendre une photo. Et ensuite, il a assemblé 2216 photos et il a pris les meilleures pour recomposer ce paysage en imaginant ce que pourrait être une Afrique sauvage. Eh bien, why we need wild? Ben, en fait, le problème, c'est qu'il donne la mauvaise réponse, mais on a besoin du sauvage parce que la même chose aujourd'hui, ce qui a commencé fin 19e, continue. Face à tous les dégâts écologiques que subit notre planète, plus la nature disparaît en Occident et plus on la fantasme en Afrique. Pourquoi a-t-on besoin du sauvage? Parce que si on n'a pas de sauvage, on n'a qu'une seule conclusion, c'est de se dire qu'on a détruit la planète et qu'en plus on va mourir. Mais si on se dit que là-bas, ça perdure, ici, on peut continuer à détruire. Je détruis ici, mais c'est protégé là-bas. Je protège là-bas, donc je peux continuer aussi à détruire. Cette dichotomie nature-culture, les parcs nationaux africains, c'est la matérialisation la plus concrète. Mais pour ça, il faut expulser et criminaliser, puisque aujourd'hui encore, on a des dizaines de millions d'agriculteurs, de bergers, qui reçoivent des amendes pour cultiver la terre, faire pâturer leurs troupeaux, ou des peines de prison pour chasser du petit gibier.
Je vous donne juste une estimation, mais il y a une politique officielle dans tous les parcs d'Afrique de l'Est qui s'appelle le shoot on sight, ça s'appelle tir à vue. Ça a été inventé par les Américains au Vietnam. C'est-à-dire que dans une zone classée parc national, il est autorisé d'abattre des braconniers si on les trouve dans la zone. Eh bien, Human Rights, Human Watch ont à peu près pu documenter qu'entre 2003 et 2011, c'est 8000 personnes qui ont été abattues dans les parcs nationaux, mais ce n'était pas forcément des grands traqueurs de grande faune, c'était juste des paysans. Alors maintenant qu'on a vu le pourquoi, là on peut se dire, bon, ok, c'est triste, mais pourquoi? Et on peut se poser la question plutôt du comment. Comment ça a pu se passer? Comment, concrètement, on a pu passer d'une politique coloniale aux indépendances, à une politique post-coloniale? Comment cette continuité a pu perdurer? Eh bien pour ça, en fait, on découvre dans les archives la trace d'un événement qui s'appelle le projet spécial africain. Alors le projet spécial africain, c'est quoi? Ça se passe à Arusha, dans cette ville, en 61. En fait, Arusha, c'est que la deuxième étape. La première étape, c'est organisé par l'UICN, donc la plus grande ONG de protection de la nature, qui reçoit le soutien de 2 agences des Nations Unies, l'UNESCO et la FAO, l'Agence pour l'alimentation et l'agriculture, qui reçoit aussi le soutien, et l'UICN reçoit Union internationale pour la conservation de la nature, reçoit aussi le soutien de la Fauna Flora International. Bon, l'UICN et la FFI, leur nom a fait que de changer. C'est des associations de chasseurs coloniaux qui ont été créées pour l'UICN en 1927, pour la FFI en 1903. La FFI s'appelait la Société britannique pour la conservation de la faune de l'Empire. Bon, en 1954, elle s'appelle la Fauna Preservation Society. Et après, la FFI. Et le projet spécial, il y a 3 étapes. Étape 1, ils envoient Gerald Watterson, qui dirige et l'UICN et le Bureau Afrique de la FAO, pour discuter des principes de la conservation avec les nouveaux dirigeants africains indépendants. Ça, c'est en novembre 60, en mars 60, pardon. En mars 60 à Varsovie, en Pologne. Et l'étape 2, c'est une grande conférence auprès des États africains indépendants. On est en septembre 61 à Arusha, en Tanzanie, dans l'immeuble que vous voyez tout au fond, là où il y a marqué Techno. Alors, il n'y avait pas encore marqué Techno, mais c'est la salle de congrès où est organisée cette conférence. 140 personnes, 20 dirigeants africains indépendants, une vingtaine de Canadiens, États-Uniens, des écologues, des agronomes, et environ 90 experts. Et quand on regarde dans les comptes rendus de la conférence d'où ils viennent, on s'aperçoit qu'ils sont venus en voiture. Ben oui, ils sont venus en voiture parce que c'est des colons en passe d'être au chômage. Et en fait, en passe d'être reconvertis comme experts internationaux à l'UICN, l'UNESCO, la FAO. Et dans cette conférence, on a Julius Nyerere, le premier ministre du Tanganyika, qui va devenir la Tanzanie, qui fait une déclaration et où il dit que les pays africains sont prêts à poursuivre les efforts accomplis dans les parcs, c'est-à-dire les efforts accomplis par leurs prédécesseurs européens. Julian Huxley, premier directeur de l'UNESCO en 1946, et Julian Huxley salue la déclaration en disant « L'Afrique vient de prendre un tournant, et c'est dans leurs archives. Maintenant, l'étape 3 va débuter. Il va s'agir d'envoyer des experts aider l'Afrique à s'aider elle-même. » Et pourquoi l'étape 3 peut commencer? Parce que ça y est, ils ont trouvé l'argent. Ils se sont dotés d'une banque qui est annoncée, dont la création est annoncée à Arusha en Tanzanie, le 11 septembre 61. Cette banque est basée dans la petite ville de Morges en Suisse. C'est le Fonds mondial pour la nature, que nous on connaît davantage en anglais, le World Wildlife Fund. C'est la création du WWF, dont la mission va être de soutenir l'UICN pour envoyer des experts aider l'Afrique à s'aider elle-même. Alors, pour trouver toutes les archives de tout ce moment postcolonial, là c'est juste, moi j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que j'ai bénéficié d'un projet de recherche que j'ai eu à l'université. Il y a 9000 candidats, on est 90 à l'avoir, et ce qui nous donne les 2 choses qu'on n'a pas à l'université, du temps et de l'argent. Donc,
j'ai pu aller dans les archives du Colonial Office et du ministre des Affaires étrangères à Kew en Angleterre, dans les archives du WWF à Cambridge, les archives de la Fauna Preservation Society à Londres, les archives de l'UICN et du WWF à Gland, qui me sont maintenant interdites après la sortie du livre L'invention du colonialisme vert, mais ça prouve que j'avais pas tort. Les archives des scientifiques en colonie qui sont toutes en ligne sur Oryx, les archives de l'UNESCO à Paris et, comme il faut bien que faire de la recherche, ça nous offre des avantages, les archives de la FAO à Rome. Et puis j'ai croisé ces archives avec un fonds d'archives qu'on a découvert en Éthiopie avec un collègue, Kidane Mariam Ayaleou, qui est au milieu, à côté de ces voitures, où en fait on a découvert dans une ancienne prison italienne toutes les archives de l'Ethiopian Wildlife Conservation Authority. Alors certes, pas bien conservées, mais on a employé 2 collègues éthiopiennes archivistes, Lydia Adane Kalleiwot, et pendant 2 ans, on a fait construire des bibliothèques, on a classé les archives, nettoyé les archives, construit des catalogues, les classé, jusqu'à inaugurer un fonds en histoire environnementale de l'Éthiopie et en vrai aussi d'Afrique de l'Est. Parce que dans ce fonds, on trouve une quantité inouïe de rapports et de correspondances des experts. Si bien que ça nous permet de faire l'histoire de ce projet spécial africain. Mais moi, j'ai essayé de m'inspirer d'un chercheur états-unien qui s'appelle Carl Jacobi, qui a fait un bouquin qui s'appelle « Des ombres à l'aube, un massacre d'Apache et la violence de l'histoire ». Et en fait, Carl Jacobi, qui est un historien de l'environnement, il étudie le dernier massacre d'Apache en 1865 dans l'ouest états-unien. Ce massacre, il est hyper connu. Mais Carl Jacobi dit « Pourquoi c'est pas satisfaisant ?» Parce qu'on veut raconter l'histoire d'un seul point de vue. Bon, généralement, or plus dans les années 90, heureusement, du point de vue de ceux qui ont été vaincus et d'essayer de comprendre le massacre. Et Carl Jacobi dit, oui, mais pour le comprendre, en fait, il faut qu'on se mette à comprendre ceux qui ont massacré. Et du coup, il fait 4 fois la même histoire. Il fait l'histoire du massacre du point de vue des États-Unis, du point de vue des Espagnols mexicains, du point de vue des Indiens Todoanam qui ont massacré, et du point de vue des Apaches qui se sont fait massacrer. Et lui, il essaye de se dire on peut faire 4 fois la même histoire de 4 points de vue. Eh bien, c'est ce que j'ai essayé de faire, moi, avec toutes ces archives, parce qu'en fait, il y avait 4 groupes qui se distinguaient et qui avaient 4 manières de penser différentes. Le premier groupe qui se dégage, c'est un peu l'univers d'experts gentlemen. Et eux, ils ne pensent que Afrique, c'est-à-dire ils pensent le continent entier. Alors, ce sont des hommes comme Edgar Worthington, britannique, Huxley, britannique aussi, Bernard Grimscheck, allemand. En fait, ce sont des hommes qui font des conférences tout le temps. Ils vont à Bukavu, au Congo, à Nairobi, au Kenya. Ils vont à New York, ils vont à Paris, à Londres, à Rome. En fait, ils font des conférences et sont les premiers à alerter la planète sur l'angoisse mondiale que tout le monde devrait ressentir face aux catastrophes en cours. Et on le voit parce qu'ils ont 2 journaux, et ils sont très prolifiques, Bulletin de l'UICN et le Courrier de l'UNESCO. En quelques citations où on voit à quel point, et moi ça je ne l'avais pas mesuré dans mes travaux précédents, à quel point en fait ils ont vraiment une angoisse sur le monde. 49, le déséquilibre s'accentue chaque jour entre une humanité grandissante et des ressources qui disparaissent. 58, nous allons à la catastrophe. Voilà l'ennemi numéro 1, la population mondiale, 50 000 habitants de plus chaque jour, entraînant avec elle détérioration, aridité, progrès des semi-déserts, des déserts. 61, la marée montante de la population humaine, les problèmes principaux des gouvernements, pas les animaux, la végétation et le sol, ce sont les hommes. 66, le bilan est terrifiant. Pollution, extinction d'espèces animales, végétales, dégradation. La nature semble bien avoir été envoyée au tapis. 70, il est devenu évident que nous vivons dans une biosphère où l'espace et les ressources sont limités. Et puis, ce qui nous donnera la chanson de téléphone, 76, la bombe humaine. Le mot est enfin formulé, en fait il date de 72, mais il est popularisé. La bombe humaine et le désastre écologique qu'elle amènera bientôt à notre seul pays, la planète. Cette angoisse mondiale, elle est tout à fait justifiée. Les années 60, c'est Rachel Carson, la biologiste états-unienne, qui dénonce le scandale des pesticides et du DDT,
qui sera interdit. C'est 1967, le naufrage du Torrey Canyon, où la marée noire atteint les côtes britanniques, les côtes françaises. C'est les premiers voyages dans l'espace où on rapporte en 72 la photo de la bille bleue. Mais 10 ans après, le trou dans la couche d'ozone va être découvert. La nature, effectivement, est en train d'être mise au tapis. Mais ce qui est fascinant, c'est que leur angoisse mondiale, ils ne vont jamais la diriger contre les États-Unis, contre la Chine, contre le Brésil, contre l'Inde, qui sont déjà, à l'époque, d'autres pays émergents. Ils vont la diriger, à chaque fois qu'ils citeront des territoires, ça sera uniquement l'Afrique. Quand ils définissent un endroit où agir, c'est uniquement en Afrique. Pourquoi ? Parce que l'Afrique n'est pas encore décolonisée ou sur le point de l'être, et c'est là où ils peuvent agir. Et là, leurs citations sont beaucoup moins objectives. On peut le voir, 1958, l'âge de l'agriculture primitive et du défrichement de la jungle tire à sa fin, brisé par la vie moderne. La médecine moderne et la suppression des guerres tribales ont fait monter le taux de natalité, baisser la mortalité. La jungle doit faire subsister une population plus nombreuse. La chasse inconsidérée prend parfois des allures de carnage. On a l'impression que l'Afrique est déjà décolonisée. Non, elle est sur le point de l'être et il n'y a pas d'armes, théoriquement, pour chasser. 61, l'Africain est un braconnier ignorant des dégâts qu'il cause. C'est le président de l'UNESCO. Je tiens d'une personne digne de foi qui habite au Kenya, que les Africains voient encore la grande faune comme de la viande. Le taux accéléré de destruction de la faune et l'habitat en Afrique est le problème mondial le plus urgent. Vous voyez, la destruction en Afrique est le problème mondial le plus urgent. Et puis, une explication que je vous donne, c'est sous l'onglet explosion démographique. Voilà comment ils expliquent l'explosion démographique en Afrique. Un des plus vieux habitants du Kenya, Mzee Atambamala, est mort à l'âge de 140 ans dans la North Cabras Location du district de Kakamega. Il avait 10 femmes qui eurent 103 enfants, dont 87 fils maintenant mariés. C'est risible, c'est raciste, mais il faut bien voir qu'ils y croient. Et ils y croient parce que c'est le contexte néo-malthusien. Pour Malthus, il a eu 6 enfants. Pour Malthus, ceux qui devaient arrêter de faire des enfants, c'était les ouvriers. Et ceux qui devaient être autorisés à se reproduire, c'était les élites. Et là, dans les années 60, ceux qui doivent arrêter de faire des enfants, c'est le tiers-monde qui est en train de se libérer. Mais leurs solutions vont passer pour 2 raisons. La première, c'est qu'on passe de la concurrence impériale à la collaboration internationale. Edgar Washington et Julian Huxley, c'est juste un exemple parmi d'autres, ils représentent à la fois les empires et les institutions internationales. C'est-à-dire que Edgar Washington, pour convaincre la couronne britannique d'intégrer l'UICN et l'UNESCO, il fait venir Julian Huxley en tant que représentant de l'UICN et de l'UNESCO. Et Julian Huxley, pour convaincre l'UNESCO et l'UICN d'intégrer les empires, il invite Edgar Washington systématiquement. C'est un peu, s'il y a des profs d'université ou autres, c'est un peu comme si nous, on devait faire gonfler notre H-factor. Le H-factor, pour un prof, un chercheur, c'est de prouver que vous êtes cité par des collègues. Comment vous faites pour augmenter votre H-factor ? Je te cite, tu me cites, je te cite, tu me cites. Et puis à la fin, on s'est cité 20 fois, ça veut bien dire qu'on est reconnu. Eh bien, ils font pareil. Et puis un deuxième argument, ils participent à ce qu'ils appellent l'africanisation des politiques de la nature. C'est-à-dire qu'ils disent que la nature n'est plus un problème colonial, que maintenant c'est apolitique. La preuve, ils recrutent Jean-Marie... C'est quand je bouge en fait que ça change. Non, pardon, je sens le truc derrière. Ils invitent Jean-Marie Kikitois, Congolais connu de Van Stralen, c'est-à-dire celui qui dirige les parcs du Congo. Ils invitent David Wassavo, selon Washington, le premier zoologue africain de valeur. Et en fait, ils disent qu'ils peuvent rester en Afrique, Washington, Huxley, les experts, tout simplement parce que la colonisation n'est plus. Maintenant, c'est juste une question de nature. Et c'est pourquoi ils vont écrire, par exemple, Max Nicholson, à qui on doit le dessin du panda. Alors Max Nicholson, il est champion de voile de l'équipe olympique britannique, il est dessinateur, peintre, il est à la fois ornithologue, c'est un aristocrate mais passionné d'environnement qui écrit en 72 « La révolution de l'environnement, guide à l'usage des nouveaux maîtres du monde ». Les nouveaux maîtres du monde, c'est les dirigeants aussi
d'Afrique et d'Asie. Et dedans, il écrit que nous avons fait de notre planète un bidonville et que seuls les écologues ont le savoir et la capacité de diriger cette planète vers un avenir qui échapperait à la catastrophe. Et je vous cite juste une citation d'un collègue, mais qui est un peu Dieu en histoire de l'Afrique, Fred Cooper, qui dit, voilà comment ça se passe, les planificateurs se disent que si les Africains, comme n'importe qui d'autre, peuvent devenir acteurs de leurs lois et de leur organisation, les modernisateurs ont le savoir nécessaire pour construire la scène et écrire le scénario. Ils affirment leur droit à gouverner l'Afrique pendant un temps, parce qu'ils savent à quoi l'Afrique doit ressembler, même si elle va peut-être se gouverner elle-même. On a donc des experts gentlemen qui, eux, pensent l'Afrique et qui se pensent comme légitimes à y rester. Cela dit, ce n'est pas eux qui y restent. Et ça, c'est un deuxième groupe d'acteurs qui ressort des archives, eh bien, le monde de ceux qui restent, les colons, qui restent là, et on va les voir circuler en Afrique de l'Est. Donc là, c'est la plupart des parcs d'Afrique de l'Est créés à l'époque coloniale et qui vont perdre suite. Alors, je vous ai dit, on a Julius Nyerere, après la conférence d'Arusha, en 61, il va s'allier avec ce charmant monsieur, Russell Train, qui est juge à la Cour suprême à Washington et qui est aussi fan de safari. Et Russell Train, on le trouve dans ses correspondances, il écrit à sa famille, quand il est en Afrique de l'Est pendant un safari, il écrit qu'il est très inquiet, je vous cite, de l'arrivée des races nègres au pouvoir et du danger que cela représente pour la nature. Et c'est pourquoi il va mettre sur pied l'African Wildlife Foundation. Mais attention, elle sera basée en Tanzanie et Julius Nyerere est un des cofondateurs de l'African Wildlife Foundation. En effet. Et donc, il fonde le College of African Wildlife Management à Mweka, dans le nord de la Tanzanie, dès 1962, et il ouvre ses portes en 1963. Et dans ce collège, on va avoir des enseignants européens, des anciens colons devenus enseignants post-coloniaux, qui vont former tous les experts des parcs d'Afrique de l'Est, je vous cite, aux bonnes normes internationales. Et alors, c'est qui ces hommes ? C'est des hommes comme John Blower, dont on trouve les archives, notamment en Éthiopie. John Blower, il fait ses classes au Tanganyika en 1946. Ensuite, comme beaucoup de gardes de parc, il part réprimer la révolte des Mau Mau au Kenya de 52 à 56. Et puis, il s'est distingué, il devient gardien en chef des parcs d'Ouganda. Et puis, en 63, il est mis au chômage. Mais il est recruté comme expert par l'UNESCO, qui l'envoie en Éthiopie pour être le conseiller d'Haïlé Sélassié, l'empereur éthiopien. Et John Blower doit créer les premiers parcs nationaux d'Éthiopie. Et pour ça, il fait appel à qui ? Eh bien, à des collègues à lui. On trouve les appels d'offres et puis les réponses de ses collègues qui viennent du Canada, de Londres, de Rome, de Tanzanie, de Suisse, de Paris, de Washington. En fait, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont fait leur classe en colonie. Et ils sont en train de se reconvertir en experts internationaux. Et alors, je vous donne un extrait de John Blower à la conférence d'Arusha. Comment il parle du bestiaire africain. L'Africain est un réaliste. Si lui et sa famille manquent de viande, aucune propagande conservationniste, aussi importante soit-elle, ne l'amènera à avoir l'élan qu'il aperçoit sur les plaines autrement que comme de la nourriture. Il faut reconnaître que la survie de la faune sauvage africaine dépend fondamentalement de la coopération du paysan dans le bush. Cependant, nous ne l'obtiendrons qu'une fois que nous serons prêts à accepter sa vision utilitariste de la faune sauvage, perçue comme une source de nourriture à cultiver, comme le poisson, les fruits, le miel, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut prendre en fait les discours scientifiques au sérieux. John Blower et d'autres, ils sont persuadés que le sol d'Afrique de l'Est n'est pas fait pour accueillir des animaux domestiques. Les moutons, les chèvres, les zébus, les vaches et d'autres. Mais l'Africain est un réaliste, dit John Blower, puisque ça lui sert à manger, ces animaux domestiques. Eh bien, il se dit que la seule solution pour sauver la grande faune et pour faire en sorte que les Africains soient pour, eh bien, c'est de transformer leur régime alimentaire et de substituer les animaux domestiques par des girafes, des rhinocéros, des buffles, des lions, en se disant, s'ils se nourrissent de cette grande faune,
alors ils préserveront cette grande faune. Et c'est là que naissent ces projets incroyables de game cropping, c'est-à-dire littéralement la récolte de faune sauvage. John Blower, il fait des tests en Ouganda, dès 1959, puis après, quelqu'un prendra sa suite, au Murchison Falls, un parc national en Ouganda, et il le fait avec des éléphants. Alors, qu'est-ce qu'ils font concrètement ? Ils prennent plein d'éléphants, puis ils les mettent dans des enclos, ils les font se reproduire, et puis ils prennent des bouchers, puis ils les abattent, et puis ils distribuent de la viande aux paysans alentours, en disant « Regardez, on vous donne de la viande d'éléphant ». Et puis, ils le font chaque année, ils abattent 3, 4, 5, 6 000 éléphants par an pour les donner à manger. Ensuite, ils le font au Queen Elizabeth, au Kenya. Alors là, au Queen Elizabeth, ils le font avec des rhinocéros, d'abord les rhinocéros noirs, puis après des rhinocéros blancs. Là, c'est environ 8 à 10 000 rhinocéros par an qui sont cultivés, abattus, découpés, distribués. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas pour 3 raisons. Première raison, ils n'ont pas pensé au frigo. Donc, la viande pourrit. Deuxième, ils n'ont pas pensé qu'en fait, il n'y aurait pas d'appétence, au sens propre du terme, pour de la grande faune sauvage de la part des Africaines et des Africains à qui ils la distribuent. Les gens ne veulent pas, de la même manière que nous, je touche du bois, de la manière qu'on n'aimerait peut-être pas manger des chatons, quoi, ou des chats. Enfin, j'espère que vous ne mangez pas de chats. Mais, eh bien, ils ne veulent pas manger de grande faune. Et la troisième raison, c'est qu'ils ont été expulsés, ces populations-là. Donc, c'est des populations qui ont été expulsées des parcs parce qu'ils chasseraient du gibier, et ils sont expulsés de ces parcs pour que des Européens cultivent de la faune, qu'ils l'abattent et qu'ils leur redistribuent. Donc, c'est un échec. Mais ça dure quand même jusqu'au milieu des années 70. C'est la puissance de l'image du bestiaire africain. Et puis, leur problème, c'est que je vous donne juste quelques extraits de tous ces enseignants qui passent au collège de Mweka. Leslie Brown, qui va être expert en Éthiopie. Mervyn Cowie au Kenya. Patrick Hemingway, le fils d'Ernest, qui lui va être prof au collège pendant 10 ans. John Savage en Ouganda. Yann Grimwood en Zambie. Eh bien, ils ont tous le même problème. C'est-à-dire qu'ils disent que la conservation doit se faire avec les Africains, mais ils n'ont qu'une seule doctrine, c'est que pour sauver la nature, il faut la protéger des Africains. Donc leur problème, il est structurellement insoluble. Ils savent qu'ils doivent composer avec les Africains, mais sauf que la solution qu'il faut atteindre, c'est de faire sans les Africains. Alors avec des élites, sans les habitants. Mais toujours est-il que ce paradoxe fait que dans toutes les biographies qu'ils écrivent, nos pauvres gardiens d'Afrique de l'Est, dans le monde de ceux qui restent, ils vivent un vrai cauchemar. C'est-à-dire qu'ils expliquent que tous les jours ils expulsent et que le lendemain les paysans reviennent, qu'ils ont beau mettre des amendes, que les paysans reviennent ou cultivent la terre. Et ils parlent d'un rêve impossible, là c'est John Blower, d'autres, mais juste... le rêve impossible, ça a été publié en 2002, ils ont 80 ans, ils publient leurs souvenirs d'enfance et de jeunesse. Et en fait, la préface de Impossible Dream, elle est assez fantastique parce que ça commence par « Nous rêvions de cette Afrique pléistocène. Malheureusement, elle n'était déjà plus. C'était un rêve impossible. » Ben oui, parce que le Pléistocène, c'est fini il y a 12 000 ans. Et le Pléistocène, il n'y a pas d'agriculture. L'agriculture, 4000 ans, on pense. Donc oui, l'Afrique pléistocène, effectivement, l'Afrique animale sans homme, c'était impossible. Ils ont essayé, mais c'est ça leur monde. Et eux, ils vont essayer. Le bestiaire africain. Mais c'était sans compter, sur un troisième groupe, les dirigeants africains. Les dirigeants africains, là, je vous donne juste la citation de Julius Nyerere quand il est à Arusha. Arusha, donc quand il a lancé le projet spécial, voilà ce qu'il écrit. Il écrit la survie de la faune, grave préoccupation pour nous tous en Afrique, parce que ces créatures sauvages, au milieu de lieux sauvages, c'est une source d'émerveillement, d'inspiration. Et il dit, nous déclarons que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir des dirigeants africains, pour garantir aux petits-enfants de nos enfants qu'ils pourront apprécier ce riche et précieux patrimoine. Mais Julius Nyerere dit que pour ça, ils ont besoin d'un savoir spécialiste, d'une main-d'œuvre formée et de l'argent. Et donc, il attend l'aide des autres nations. Bon, clairement, il a besoin des étrangers. Savoir spécialiste, main-d'œuvre formée et de l'argent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut voir la chose d'une manière très simpliste. C'est vrai que le statut de ces dirigeants africains
au lendemain du projet d'Arusha, c'est vrai qu'on regarde leurs archives, ils passent leur temps à demander de l'aide. Moi, dans les seules archives éthiopiennes, de 1961 à 1978, j'ai trouvé la demande de 17 000 demandes de bourse et de financement. 17 000 demandes en 16 ans. C'est plus de 1000 demandes par an. C'est grosso modo 3 demandes par jour, quasiment. C'est-à-dire qu'ils vont demander de l'aide à la Frankfurt Zoological Society, à l'UNESCO, au WWF, à la Fulbright Foundation, à la Rockefeller Foundation, etc., etc., etc. C'est vrai, leur statut est de demander de l'aide. Mais la dépendance, c'est aussi un mode d'action. Julius Nyerere, en fait, ce n'est pas lui qui a écrit ce manifeste. Ce manifeste, c'est Bernhard Grimschek qui l'a écrit, l'ancien directeur du zoo de Berlin, qui a proposé à Julius Nyerere de lui racheter le parc du Serengeti. Vraiment, de lui racheter, en disant pour le dédier à la grande faune. Julius Nyerere a dit non, moi quand même je développe l'Ujamaa socialiste, le socialisme africain, je ne vais pas vendre ça à un Allemand, à un ancien colon. Et Bernhard Grimschek lui a écrit ce manifeste. Là on pourrait se dire, ah ben alors c'est néocolonial. Oui, si on lit uniquement l'anglais. C'est-à-dire que quand on regarde dans la presse comment Julius Nyerere s'adresse en swahili à ses concitoyens, lui qui est en train de bâtir l'Ujamaa, le socialisme africain, eh bien il écrit en swahili « Personnellement, je n'ai pas l'intention d'aller regarder des crocodiles barbantés dans l'eau pendant mes vacances, mais puisque les Occidentaux sont prêts à donner des millions pour cela, eh bien nous allons leur donner et nous ferons de la nature la première source de richesse de notre pays. » Et effectivement, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que Julius Nyerere, comme plein de dirigeants africains postcoloniaux, il va tout simplement maîtriser l'art de l'entre-deux. Oui, le gouvernement d'une société africaine postcoloniale, après les années 60, oui, le gouvernement d'une société africaine est intrinsèquement lié à ses rapports au monde extérieur. C'est vrai. C'est pour ça que quand il y a l'Expo universelle au Japon, quand la France envoie une miniature de la Tour Eiffel, de l'Arc de Triomphe, Nyerere, lui, il envoie 2 lions, surnommés Uhuru et Mandeleo, pour égalité et développement, les 2 doctrines de l'Ujamaa socialiste. C'est vrai que c'est pour ça que quand l'UICN, le WWF, lance le patrimoine mondial de l'humanité avec l'UNESCO en 72 chartes du patrimoine mondial, mais les sites vont être annoncés en 1978. Les pays membres ont 6 ans pour essayer que leurs sites, parcs nationaux ou musées ou espaces culturels, soient reconnus au patrimoine mondial. Et pour ça, l'UICN et le WWF lancent un concours en disant qui osera imprimer sa monnaie avec le sceau de l'UICN et du WWF dessus. Alors vous doutez bien qu'ils ne demandent pas ça aux États-Unis, qui auront 3 parcs classés. Ils ne demandent pas ça à la France, qui aura aussi un parc classé. Ils demandent ça aux pays africains et asiatiques. Qu'à cela ne tienne, l'Éthiopie le fait, la Tanzanie le fait. Pendant 4 ans, ils battent monnaie avec un panda derrière. Ils battent monnaie, c'est-à-dire que leurs symboles nationaux, ça devient les insignes du WF et de l'UICN. Mais qu'est-ce qu'il fait en même temps, Julius Nyerere ? Julius Nyerere, il construit le socialisme africain à la soviétique à l'époque, c'est-à-dire des grandes fermes collectives. Et comment on peut construire des grandes fermes collectives dans le modèle collectiviste ? Il faut déplacer des millions de gens et puis les faire sortir de leur village et créer des immenses fermes collectives. Mais on est dans les années 60-70. Un gouvernement africain ne peut pas se permettre, comme Paris l'a fait pour la Bretagne, pour les Basques, etc., au 19e siècle, il ne peut pas se permettre de massacrer sa population qui refuse la construction d'un État central. Il a besoin de la reconnaissance internationale. Eh bien, Julius Nyerere, il prend les financements et la reconnaissance de l'UNESCO, de l'UICN, du WWF, il écoute ce qu'ils disent, et pour sauver la nature, il déplace des centaines de milliers de paysans. Et il les déplace où ? Dans les fermes collectives de la Tanzanie socialiste qu'il est en train de construire. Haïlé Sélassié fait pareil. L'empereur Haïlé Sélassié crée des parcs nationaux. Où ça ? Il accepte d'en créer 3. Au nord, dans les montagnes du Sémienne, qui est un maquis de résistance au pouvoir central. À l'est, dans l'Awash, où on a des semi-nomades Afars qui contestent le pouvoir central et qui tirent sur toute police qui vient d'Addis Abeba.
au sud, dans la vallée de l'Omo, où on a des populations qui ne reconnaissent même pas l'existence de l'Éthiopie. Pour eux, ils sont organisés en communautés à cheval entre le Kenya et l'Éthiopie. Pour eux, l'Éthiopie n'existe pas. Eh bien, là encore, les dirigeants africains se servent des financements internationaux. Alors oui, ils sont obligés d'expulser l'Afrique verte, vierge, sauvage, mais ils construisent leur propre politique, ce qui nous donne des conflits permanents. Et elle est là la racine de la violence de cette nature toujours actuelle. Dans ce parc, par exemple, d'Amboseli, le conflit, c'est qu'il va falloir détourner une rivière. Selon les experts internationaux, donc européens, Amboseli, il y a le parc et la rivière est en haut. Pour que la rivière arrive au parc, pour eux, le problème, c'est qu'il y a des paysans en haut et ils n'arrivent pas à les déplacer. Qu'à cela ne tienne, ils déplacent la rivière. En disant comme ça, la rivière, elle ne nourrit plus les bergers. Sauf que les bergers vont changer de circonscription et retrouver la rivière. Sauf que là, la Tanzanie va les expulser de l'autre côté. Et c'est le même jeu qui se passe tous les jours. Et c'est pourquoi il faut voir un quatrième monde d'acteurs. Eh bien, c'est que quand on étudie toutes ces archives, on peut voir que oui, il y a nos experts gentlemen qui pensent l'Afrique. Oui, il y a nos colons devenus experts qui pensent l'Afrique de l'Est. Oui, il y a des dirigeants éthiopiens, tanzaniens, ougandais, rwandais, burundais, qui construisent un peu une nation-monde. Leur relation au monde, enfin leur fonctionnement intérieur dépend de leur relation au monde. Mais qu'est-ce qu'il en est à l'intérieur des parcs ? Dans plein de villages globaux, on va dire, parce que le monde est là, mais où il y a des anonymes. Alors moi, je me suis permis une petite entrave aux archives, c'est-à-dire que les anonymes, ils existent, mais ils n'ont pas de nom. Parce qu'on les retrouve dans les procès-verbaux, on les retrouve dans des souvenirs, des mémoires, mais ils n'ont jamais de nom. Eh bien, pour leur donner un statut équivalent, on peut, entre guillemets, s'amuser à leur donner un nom générique. Et on peut voir, là, cette fois-ci, j'ai étudié ça uniquement dans les parcs. Moi, je suis nul en langue, donc oui, je maîtrise à peu près l'amharique, la langue principale en Éthiopie, mais je ne maîtrise pas le swahili et d'autres langues. Mais donc, pour aller interroger des gens, aujourd'hui, voir comment ça se passe, vivre un peu là-bas, et puis se dire, est-ce que je pourrais retrouver les mêmes archétypes dans mes archives ? Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir ? Déjà, on peut voir qu'il y a de la résistance quotidienne. Là, on est dans le sud de l'Omo. Ce n'est pas une photo de moi, c'est une photo d'un collègue, Jean-Baptiste Exé, qui a vécu dans le parc et la vallée de l'Omo avec des populations Mursi. Et ça nous montre des résistances. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font ? Moi, j'ai découvert les traces, par exemple, d'un garde de parc qui s'appelle George Brown, qui abat un paysan sourma qui était en train de chasser un buffle. Le lendemain, les sourmas reviennent voir George Brown et ses scouts, qui sont des Éthiopiens, en leur disant si vous voulez votre collègue qui n'est pas rentré cette nuit, vous le trouverez là-bas. Eux disent mais c'est-à-dire on le trouvera où ? Il dit on lui a creusé une tombe. Et en fait, ils expliquent qu'ils l'ont tué en disant vous avez tué un des nôtres hier, on vous tue un des vôtres aujourd'hui. Est-ce que vous voulez que ça dure ? Et c'est comme ça que ça va se passer. Mais on a d'autres formes de résistance aussi. Par exemple, les paysans du Sémiel en Éthiopie. En Éthiopie, il y a un animal, un bouquetin, le Walia ibex, qui est endémique à cette zone. Alors les paysans ne le chassent pas, il vit à 4000 mètres sur les falaises, même celui qui arriverait à l'abattre, quand le bouquetin tombera, il arrivera déchiqueté. Et les paysans le savent parce qu'ils ont quand même essayé de le tuer à 2 reprises, pendant la famine de 1984 et pendant la famine de 1975. Donc ils ont vu qu'en plus, c'était pas comestible. La viande est beaucoup trop dure. Mais qu'est-ce qu'ils font dans le Sémienne quand on leur annonce en 1970 qu'ils vont être expulsés ? Puis ils l'ont refait en 96 et ils l'ont refait en 2016. Eh bien, ils se disent « Ah, c'est pour préserver le bouquetin que vous voulez le parc et nous expulser ?» Eh bien, ils sortent leurs fusils et ils essayent d'abattre tous les bouquetins du parc en se disant « Plus de bouquetins, plus de parc ». Donc, des résistances permanentes. On a aussi un autre personnage qui émerge, celui qu'en amharique on appellerait Mungust. Mungust en amharique, ça veut dire celui qui est puissant, qui a du pouvoir. Alors vous voyez sur cette photo, on pourrait se demander lequel des deux est le puissant. Certes, celui de gauche. Il est puissant parce qu'il a des sandales, parce qu'il est armé et qu'un mec est en train de lui faire du café. Eh bien c'est quoi ? C'est juste du petit pouvoir, certes. Mais c'est-à-dire que lui, il est garde de parc et quand il passe de village en village, quand il voit un paysan qui coupe du bois,
soit il lui met une amende, soit le paysan vous dit non, 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 je t'offre un peu de lait, 2-3 œufs, ou je fais un café. Et puis lui, c'est quand même ses voisins. Donc il va dire, bon, mais je te mets pas l'amende, etc. Enfin, je préférais quand même avoir 2 poules cette fois-ci. Donc il va lui aussi s'imposer sur son prochain, sachant que certains iront même jusqu'à monopoliser le trafic de faune et en fait revendre ensuite les peaux de bêtes ou le gibier que d'autres ont chassé. Ben oui, lui aussi, il veut du pouvoir sur ses voisins. Ça, c'est universel, hein, ça se partage de l'Afrique à l'Europe. Et puis, il y a un troisième groupe qui émerge, Serrat Tegna. Serrat Tegna, en amharique, c'est dire celui qui a un travail, l'employé. Et ben, en effet, de plus en plus de paysans délaissent leur travail pour cultiver, ils délaissent la culture de la terre ou le pastoralisme pour se mettre au service des touristes. Alors, ils deviennent cuisiniers ou assistants cuisiniers, comme aujourd'hui. Là, vous avez Asfo et Michael. Et eux, ils ne veulent pas être paysans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui leur arrive à ces 2 collègues que je connais depuis 10 ans? Et pour eux, ce n'est pas du tout péjoratif d'être au service des touristes. Le seul truc, c'est que quand il y a une pandémie qui fait qu'il n'y a plus de touristes pendant 2 ans et qu'ils ont arrêté d'aller à l'école quand ils avaient 14 ans parce que ça rapportait bien plus d'argent que de mendier des stylos auprès des touristes, mais eux, ils le racontent. C'était des enfants à l'époque. Bien sûr qu'ils n'ont jamais pris les stylos pour aller à l'école. Ils se sont achetés des bonbons avec, comme n'importe quel enfant. Mais comme il le disait, c'est Asfo qui a raconté ça, qui disait un blanc qui vient en Éthiopie, si un petit garçon noir lui dit « Give me pen », il dit « Vous êtes sûr qu'ils vous donnent des stylos ?» parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les blancs se baladent avec une centaine de stylos dans leur sac. Comme il dit, si vous voulez, il y a une école du coin. Vous pouvez le donner aux profs, les stylos. Mais les gens, ah non, moi je veux le sourire du petit. Eh bien, eux, ils se mettent à être employés et à construire des latrines pour les touristes, à construire les maisons des parcs, à construire les sentiers. Mais quand le parc ne les embauche plus, ils se retrouvent au chômage. C'est pour ça que la plupart tombent dans la catégorie de pauvres. C'est-à-dire pauvres au sens, je ne dis pas que c'est une référence sur tout bien sûr, mais pauvre, comme disait Heidegger, être pauvre, c'est d'abord être privé. C'est-à-dire que c'est être privé de droits qu'ont les autres. Et pourquoi ils sont de plus en plus appauvris? Eh bien, ça commence dès les années 60. D'abord, ils sont privés du droit à cultiver la terre, droit dont disposent toujours ceux qui vivent en dehors du parc. Ensuite, ils sont privés du droit d'habiter la terre, puisqu'ils n'ont plus le droit d'habiter dans les parcs. Ils sont aussi souvent privés de dignité, puisque ce que les procès-verbaux racontent, c'est qu'en fait, on a des gardes de parc qui molestent les paysans, qui brûlent leurs maisons devant leurs enfants et qui les molestent s'ils résistent. Donc ils tombent dans la catégorie de celles et ceux qui sont privés. Et puis il y a une dernière catégorie. Alors c'est ça, les rapports de gardes de parc. Donc là, c'est des gardes de parc qui vont raconter comment ça se passe leur patrouille. Et ça donne une dernière catégorie, en Éthiopie du moins, mais dans les autres parcs aussi. Yemi Yastekaklu, ça veut dire celui qui se débrouille, celui qui fait avec, en amharique. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte le garde là-dedans? Il explique, on est dans le parc de l'Awash, à l'est d'Addis Abeba, 300 km à l'est, semi-désert, avec des bergers. Et il nous raconte que tous les matins, c'est le même cauchemar qui recommence. Et ce qu'il raconte, c'est qu'en fait, tous les matins, les bergers vont jusqu'à l'entrée du parc. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit de faire pâturer leurs troupeaux dans le parc. Ils vont jusqu'à l'entrée du parc, ils tirent quelques coups de fusil en l'air, ils donnent des coups de fouet sur leurs bêtes et ils laissent les bêtes s'enfuir dans le parc. Et là, eux, ils se carapatent pour la journée. Et le garde du parc explique que tous les jours, ils passent leur journée à chercher les bergers pour qu'ils viennent récupérer leurs troupeaux. Et là, c'est là le plus fascinant, c'est qu'il dit qu'ils leur font toujours la même réponse de l'UNESCO. C'est qu'en fait, on le trouve dans d'autres rapports, c'est que les bergers ne répondent qu'une seule chose. Ah mais non, mais vous nous l'avez bien expliqué avec l'UNESCO. Nous, on a besoin d'être éduqués, on ne sait pas comment faire. Du coup, on n'arrive pas à contrôler les animaux. Et le garde dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça, puisqu'on leur a expliqué qu'ils étaient trop bêtes et que c'est pour ça qu'ils devaient être expulsés. Et donc, ça nous donne des négociations. Et ça nous donne, et je m'arrêterai là, ça nous donne des absurdités comme celle-ci. Quand le
parc national du Sémienne, quand le patrimoine mondial de l'humanité est créé. On est le 21 septembre 1978 à Washington et le patrimoine mondial de l'humanité annonce ses premiers sites patrimoniaux. L'Éthiopie en a 2. Et ben, le jour où l'Éthiopie fait son entrée dans le patrimoine mondial de l'humanité, et ben, ce qu'ils font dans le même parc, ben, c'est que le comptable et le gardien-chef éthiopien, ben, ils se font condamner à 6 mois de prison pour avoir volé le frigo du parc. Et pourquoi ils ont volé le frigo du parc? Parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas payés, qu'ils ne reçoivent pas d'argent et qu'ils n'ont pas d'argent pour vivre et que de toutes les manières, les populations sont en train d'être expulsées. Donc pour eux, le patrimoine mondial de l'humanité, ben, ça consiste à piquer un frigo. Et c'est là que ça nous ramène à pourquoi aujourd'hui les pratiques du colonialisme vert perdurent. C'est tout simplement que lorsqu'on parle de nature, personne ne parle de la même chose. On a certains qui veulent sauver la Grande Afrique au nom d'une catastrophe mondiale. On a certains qui luttent pour leur pouvoir en tant qu'experts, pour imposer leurs normes et parce qu'ils sont persuadés de savoir à quoi l'Afrique devrait ressembler. On a ceux qui vont lutter pour faire reconnaître leur nation par l'extérieur, mais pour mieux l'imposer à l'intérieur et qui vont jouer de l'ignorance des pays occidentaux. Et puis on a le village global de ceux pour qui lutter pour la nature, ça revient d'abord à être privé du droit à habiter la terre, du droit à la cultiver, sachant que c'est des gens qui ne consomment pas d'électricité, qui ne mangent pas de viande, pas de poisson, qui, contrairement à 2 milliards de gens sur la planète, n'ont pas de smartphone. C'est-à-dire que pour sauver la nature, il faudrait au moins faire comme eux. Mais le système qui s'est développé depuis la colonisation, qui s'est solidifié dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui, eh bien c'est celui selon lequel ceux qui détruisent sont aussi ceux qui protègent. Et en fait, tous ces parcs servent plutôt de trompe-l'œil pour ne pas affronter le vrai problème, à savoir que la nature est mise au tapis, mais que c'est plus facile de blâmer des paysans africains que de blâmer ceux qui sont responsables de la destruction de la planète, c'est-à-dire, regardez, un ordi, une clope électronique, mon smartphone, j'ai déjà pollué plus que nos 2 personnes qui boivent un café dans leur vie. Et c'est sur cette note positive que je vous remercie. Non, mais il doit toujours fonctionner, le micro. Merci à Guillaume Blanc. Alors, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Moi, j'avais peut-être une première réaction. Je crois que cette étude, elle est née d'une première étude il y a longtemps. Une étude comparée entre, je crois, le Canada, la France, enfin, la création des parcs, des réserves au Canada, en France et en Éthiopie. Voilà, et donc déjà, je voulais savoir un peu quelle était l'histoire de votre... voilà, aussi avec l'Éthiopie, parce que j'imagine que comme vous avez passé du temps, vous avez classé des archives pendant 2 ans, ce qui n'est pas rien. Voilà, vous avez dû aussi faire un certain nombre de voyages, donc je voulais un peu avoir votre processus là-dessus. Et puis aussi peut-être, finalement, les pays, la zone dont vous parlez, c'est une zone qui est en effet située plutôt à l'est de l'Afrique. Qu'en est-il d'autres parties de l'Afrique, notamment plutôt à l'ouest, qui concernent peut-être plus la France, par exemple? Là, c'est plutôt une histoire où interviennent un personnel anglo-saxon assez marqué, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans d'autres parties de l'Afrique? Oui. Ah non. Oui, non, tu as raison. Oui, désolé. Oui, la thèse... En fait, c'était ma thèse sur France, Canada, Éthiopie. Ça s'appelle une histoire environnementale de la nation. En fait, le but était de montrer, j'ai comparé 3 parcs, un au Canada, enfin au Québec, un en France, les Cévennes, et un en Éthiopie. Et en fait, ça m'a montré que chaque nation avait son modèle de parc. Au Canada, ils ont fait encore pire. Au Canada, ils ont exproprié les populations, ils ont brûlé toutes leurs maisons et ils ont réenherbé la côte, remis des ours, etc. pour dire que le seul point commun qu'avaient les Canadiens, eh bien, c'était de la Colombie-Britannique à l'île du Prince-Édouard, la nature sauvage. Et ils ont mis des feuilles d'érable sur le drapeau, des castors sur la monnaie, parce que le Canada n'a pas pu faire comme la France. Nous, on s'est inventé une nation mémoire, nos ancêtres, les Gaulois, etc. Nous aussi, on a créé notre passé. Mais eux, quel passé ils avaient ?
Leur passé, c'était de dire que c'était un peuple de colons, les Français, qui s'étaient fait coloniser par les Britanniques. Donc on a des Amérindiens qui sont fait coloniser par des Français, qui sont fait coloniser par des Britanniques. Le seul patrimoine qu'ils ont pu mettre en commun, c'est la nature. Du coup, ils ont naturalisé de force. La France, c'est des lieux de mémoire. Moi, je viens des Cévennes. La France, pourquoi les bergers cévenols font toujours la transhumance à pied et pas en camion ? Parce qu'ils sont payés par le parc national pour que les touristes puissent les apercevoir. Et quand on aperçoit des bergers qui font de la transhumance à pied, et ben là on peut se dire « ça dure ». Cette France rurale, agraire, paysanne, elle est là. La France, la campagne française, on en a fait un lieu de mémoire. En revanche, si vous êtes paysan dans le parc national des Cévennes, oui, le parc vous donne de l'argent, c'est vrai, mais vous n'avez pas le droit d'installer des panneaux solaires sur votre bergerie parce que c'est contraire à la charte paysagère du parc. Donc il y a aussi une idée, la nature, elle est façonnée par la nation. Un parc national, c'est fait par et pour la nation. Et ça m'a amené à découvrir l'Éthiopie en me disant « Ah !» Et eux, en fait, ils internationalisent. C'est pas ils naturalisent la nation, c'est pas ils nationalisent la nature, c'est eux ils internationalisent, c'est-à-dire qu'ils offrent une nature spectacle africaine, roi lion, quitte à sacrifier quelques paysans. Et sur l'Afrique de l'Ouest, honnêtement, ma seule réponse est oui, ils sont présents ces experts. Théodore Monod qui était à Arusha et qui disait maintenant que les choses qui devaient changer ont changé, concentrons-nous sur la nature, il ne faut pas parler de politique. Ont-ils fait des parcs sur ce modèle-là ? Honnêtement, on ne le sait pas. Il y a 2 doctorants qui travaillent là-dessus actuellement, dont un, Lucas Barthaud, qui est un doctorant de Rennes 2, mais qui maintenant travaille à Paris 1 et Lyon 3, qui essaye justement de voir ça, parce que la vérité, c'est qu'on n'a pas assez étudié les archives là-dessus pour savoir si dans l'Afrique de l'Ouest francophone et anglophone, s'il y avait les mêmes choses. Voilà, je réponds en cours. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des réactions, des questions dans la salle ? Oui. Bonjour déjà. Très bien. Est-ce que vous pouvez parler du fait du Kenya, parce que c'est aussi un cas qui est assez intéressant sur les politiques de taxe carbone, etc. Et j'ai une deuxième question, c'était sur est-ce que du coup il y a des écoles locales qui se forment en dehors de les influences anciennement coloniales pour avoir des vrais experts avec une vraie expertise du terrain local, sans influence extérieure, sans ONG, etc. Alors, sur le Kenya, moi j'ai étudié sur les années 50, 60, 70. Je te donne un... C'était que c'était mon ancien étudiant, c'est pour ça que je le tutoie. Je donne un exemple. Jomo Kenyatta, en 63, il fait carrément venir un éléphant dans le palais impérial qui va s'appeler Ahmed. Et cet éléphant, pendant 4-5 ans, va carrément avoir une garde impériale pour lui, pour montrer à quel point le Kenya s'intéresse à la protection de la nature. Le Kenya, ils vont faire exactement la même chose que la Tanzanie, que l'Éthiopie. Et sur aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres associations, d'autres ? Non, parce qu'aujourd'hui, les sociétés africaines produisent leurs experts aussi. L'UNESCO a des experts, l'africanisation, elle a continué. Ce que partage, comme l'a dit Julius Nyerere, il parlait des paysans en disant si les paysans ne sont pas capables de savoir ce qui est bon pour eux, alors on va les contraindre à faire ce qui est bon pour eux. Ce que les dirigeants africains post-coloniaux partageaient avec leurs prédécesseurs européens, c'est, et n'y voyez pas d'association avec notre pays, c'est le paternalisme d'un État autoritaire qui méprise sa population. Et ça, il l'avait. Et ça s'est poursuivi. Aujourd'hui, en Afrique de l'Est, c'est un conflit entre ruraux et urbains. Les urbains vont inventer la tradition rurale, mais c'est pareil qu'ici. Qui se dit traditionnel ? Aucun d'entre nous se dit « moi, je suis un peuple traditionnel ». Allez dire aux Bretons que c'est un peuple traditionnel, j'aurais été viré de l'amphi. Parce que les Maasai se disent peuple traditionnel. Non. Aujourd'hui, les gens se disent, par exemple en Éthiopie ou en Afrique de l'Ouest, ils se disent « moi, je suis un AP ». Autochthonous people. Et moi, je leur demandais aux copains et aux collègues éthiopiens et aux paysans, je leur dis, mais c'est quoi un AIP ? Ils disaient, c'est ce qu'il faut qu'on dise pour vous. Autochthonous people, et tous les experts qui viennent de la ville, il faut qu'on leur dise autochtones, que ces experts soient kenyans ou français, etc. L'expertise, elle est coproduite par les sociétés africaines et asiatiques, et européennes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions dans la salle ?
Alors j'imagine que vos livres ont dû passionner et rendre heureux un certain nombre d'institutions dont vous parlez. Quelles ont été un peu les réactions que vous avez eues, notamment au premier livre? Le premier livre, pour les institutions, d'abord l'UICN, parce que c'est vrai que du coup, moi j'étais pas habitué, hein. Nous en histoire, quand on écrit des bouquins, moi ma thèse elle a fait un carton plein, elle s'est vendue à 90 exemplaires. Mais là oui, je suis passé à la radio, à la télé, etc. Je sais que l'UICN a d'abord dit que tout ça était des mensonges. Le WWF a toujours refusé de commenter. Eux, ils se tapent un procès pour crimes de guerre dans les parcs du Cameroun, donc pour violence et crimes dans les parcs du Cameroun. Donc eux, ils ont été plus prudents. Et d'abord, l'UICN a dit que c'était des mensonges, et ensuite, mais là, c'est un peu la récompense. Le numéro 2 de l'UNESCO, Ernest Othon Ramirez, a publié une tribune dans Le Monde contre le bouquin L'invention du colonialisme vert, en disant que c'était des fake news et que jamais l'UNESCO n'avait exigé l'expulsion des populations. Alors il n'est pas fou. En effet, l'UNESCO n'a jamais exigé. L'UNESCO termine ses rapports en disant « Nous recommandons l'expulsion des populations si vous voulez continuer à être au patrimoine mondial de l'humanité ». Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment il a répondu. Il a répondu avec les mêmes formules que je vous ai montrées sur les experts gentlemen. Il a répondu « Nous ne sommes pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Alors oui, c'est hyper beau, ça veut strictement rien dire. Il a répondu en disant « Nous avons toujours prôné la conservation communautaire ». Mais ça veut dire quoi, la conservation communautaire? Oui, c'est de pouvoir, la conservation communautaire, c'est de pouvoir servir de la viande et danser auprès des touristes. Mais la conservation communautaire, ça veut quand même dire abandonner le travail de la terre et ne vivez plus dans le parc. Donc il a répondu là-dessus, et ce qui était drôle, c'est que si c'était des fake news, bon, il m'aurait attaqué forcément, mais sauf qu'un tiers des archives sont des archives signées par l'UNESCO. Donc en fait, ça a juste jeté un petit pavé dans la mare, et après ça s'est arrêté là. Je sais que c'est un peu connu. J'ai présenté mes recherches à l'UNESCO. Je ne suis plus invité, quoi. Bon, mais en tout cas, vous avez été invité à Pessac, et merci encore beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Merci.